Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Gantier. Lucie était destinée à une carrière d'institutrice. Après un master en philosophie, elle devient enseignante dans les établissements agricoles. Mais suite à la naissance de sa fille, elle ressent le besoin de se recentrer sur l'essentiel et de monter ainsi le projet d'une vie. Lancer son élevage de poules pondeuses sans ne rien connaître au sujet. Dans cet épisode, Lucie nous raconte comment elle s'est jetée dans le grand bain, ses difficultés, mais aussi ses accomplissements. Elle nous parle également de son élevage de poules pondeuses en plein air, de ses pratiques, sans aucun tabou et avec beaucoup de fierté. Je vous laisse découvrir ma discussion avec Lucie. Bonne écoute! Bonjour Lucie, bienvenue sur La Clé des Champs. Merci Louise. Bon alors Lucie, tu es confinée en Vendée, donc on enregistre cet épisode à distance. Tu as des poules pondeuses, 15 000. Tu as lancé ton exploitation il y a moins d'un an. On en discutera plus tard. J'aurais aimé d'abord discuter de ton parcours et savoir qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir agricultrice, puisqu'au démarrage, tu te destinais plutôt à être institutrice après un master de philosophie. Quel a été l'élément déclencheur ? Alors effectivement, comme tu le dis Louise, au début, au commencement, j'étais plutôt dans l'enseignement et plus particulièrement dans la formation agricole, en maison familiale rurale. J'ai pris un plaisir fou pendant 5 années, à enseigner, à être au contact, de jeunes et notamment de futurs agriculteurs. Ça m'a permis de rencontrer aussi énormément d'exploitants agricoles, de faire vraiment une tournée, on va dire, des exploitations de mon secteur et aussi de mieux découvrir mon territoire que j'avais quitté pour aller faire mes études. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis devenue maman et j'ai eu besoin à un moment donné de me recentrer aussi sur moi, sur ma famille et puis venir aussi construire un projet avec mon conjoint qui lui était agriculteur depuis quelques années. On avait une réflexion sur la pérennisation du site existant qui pouvait éventuellement être en difficulté, puisque la seule production de céréales aujourd'hui peut s'avérer quand même délicate en termes d'apport financier en fait, hein, parce que ça rapporte parfois que quelques miettes. Donc aller vers du hors-sol, ça paraissait quand même intéressant dans la mesure où ça reste parfois une filière assez sécurisée, notamment en volaille. Et justement, quand je me suis retrouvée à visiter pour une première fois un bâtiment de poules pondeuses plein air, finalement, je me suis rendu compte qu'on peut être sur un bâtiment de 2000 m² avec 15 000 animaux et pour autant répondre en fait à des valeurs identiques. C'est-à-dire que c'est pas tant la taille du bâtiment ou le nombre d'animaux, c'est plutôt tout ce qui est mis en œuvre par l'éleveur pour répondre aux besoins de ces volailles, de ces animaux. D'accord. Et en plein air, effectivement, je me suis rendu compte que même sur un atelier de ce type-là, en fait, que quand on est en pondeuse, 15 000 poules plein air, ça reste une petite unité finalement. Ouais, ça m'a changé vraiment le regard. Et là, pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur dans la mesure où les poules restaient sur un temps beaucoup plus long. Et ça, c'est intéressant de voir évoluer ces animaux. Je trouve que quand on est éleveur, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir construire une relation avec ces animaux. Parce que là, les poules, elles restent combien de temps chez toi ? Alors moi, je les garde 54 semaines, exactement. Elles ont déjà 17 semaines de vie. Donc en fait, elles vivent 1 an et demi pour celles qui partiront ensuite à l'abattoir, puisqu'il y a une partie que j'essaierai de vendre à des particuliers au moment du départ. Et je sais que certains éleveurs, alors pas sur 15 000, parce que 15 000 c'est quand même énorme, mais sur un bâtiment de 6 000, les 6 000 peuvent partir sans difficulté vers les particuliers. D'accord, ok. C'est assez recherché les poules de réforme, donc voilà, j'ai envie d'essayer de sauver entre guillemets une partie. Quand tu dis chez les particuliers, c'est des gens qui veulent avoir 3, 4, 5 poules chez eux pour produire leurs propres œufs, c'est ça ? Soit ça, soit effectivement, à un moment donné, ils veulent les transformer aussi, hein, ils veulent les consommer. Et alors, quand tu décides de faire des poules pondeuses, au début, j'imagine que tu connais rien à ce domaine-là. C'est pas trop effrayant, comment ça se passe ? Ah, effrayant si, ça l'a été.
évidemment, parce qu'on est quand même sur un projet, assez important, hein. On est sur un changement de vie total quand même. Passer d'une classe de 25 jeunes à un bâtiment de 15 000 poules, c'est quand même un cap. Néanmoins, voilà, je me suis rassurée en visitant beaucoup d'élevages, parce que je crois que la clé aussi quand on se lance en agriculture et sur des projets de cette ampleur, c'est aussi d'aller rencontrer des personnes expérimentées, des personnes qui ont franchi le pas pour comprendre comment elles ont fait ce pas-là Mhm. et comprendre aussi, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que l'expérience des éleveurs, moi, m'a vraiment apporté beaucoup d'éléments sur, par exemple, comment aménager mon sas, comment penser, mon espace de travail. Toutes ces visites-là m'ont apporté aujourd'hui encore d'ailleurs, m'apportent des clés pour avancer et pour, penser l'évolution encore de mon bâtiment. Ouais. Et puis après on est accompagné, moi j'étais accompagnée quand même par ma coopérative, parce que je suis en filière intégrée, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui un projet de cette ampleur peut passer auprès d'une banque, hein. Il faut être, clair là-dessus. C'est Mhm. parce qu'à un moment donné, je peux affirmer que j'ai du débouché derrière et un contrat sur 10 ans, que la banque me dit: «Bon d'accord, j'accepte le financement». Et que toi, tu es moins frileuse de te lancer Oui, peut-être. Parce que quand tu dis que mode intégré à la coopérative, oui. ça veut dire que la coopérative, elle t'accompagne et elle s'engage à prendre tous tes Oui, stocks. C'est oui, ça en oui, c'est gros? ça exactement. Alors moi, je m'engage de mon côté à leur acheter l'aliment et eux s'engagent à acheter la totalité de ma production. D'accord. Donc voilà, D'accord. ça fonctionne comme ça et moi, je suis rémunérée, en fait, sur la déduction du prix de l'aliment sur le coût de l'œuf. Donc en fait, m'est reversé que la différence. Et en regardant ta chaîne YouTube, on voit l'ampleur du chantier. C'est le cas de le dire. Oui, La dernière vidéo que tu fais, oui, c'est sur comment s'est construit ton bâtiment. mmh, Vous avez tout mmh, construit en 5 mois. J'imagine, ça, c'est sûr que c'est quand même un engagement financier. Enfin, c'est un vrai projet, quoi. Il y a tout oui, à construire. C'est de oui. l'endettement. Faut un peu de courage pour se lancer. Oui, oui, faut du courage, faut l'argent. Ça, c'est une condition, absolument nécessaire. Donc il y a aussi tout ce qui est en amont de la construction, c'est passer toutes les barrières, notamment celle de la banque. C'est, effectivement avoir le débouché. Je pense là à mes collègues actuellement qui, par exemple en Canard, il y avait des projets et sont tombés à l'eau parce qu'il y a plus les débouchés. Donc on voit bien que, parfois il suffit d'une crise Ouais. que tous les projets, voilà, se cassent la figure. Moi, j'ai eu la chance, quoique au départ, on m'a quand même refusé le projet du bio, hein, je suis repassée à la banque, il a fallu «reconstruire les choses» entre guillemets, donc Ouais, on y reviendra. C'est hyper intéressant ce sujet. ce qui vraiment nous a plu à mon conjoint et à moi sur cette démarche, c'est effectivement de partir de zéro. On est partis de rien et aujourd'hui, un an après avoir mis le premier poteau, parce que ça fait même pas un an que les poules sont là du coup, enfin, chaque jour, moi, j'ai quand même une fierté et chaque jour, je me dis: «On l'a fait» et on l'a fait avec nos petites mains, voilà. C'est une fierté, il y a vraiment une fierté personnelle d'avoir pu aller en ce sens, d'avoir fait cette démarche et d'être allé au bout du projet. Et de travailler avec son conjoint. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent en Ouais, couple, de moins en moins quand même, j'ai l'impression, mais il en reste toujours ouais. beaucoup. C'est pas un challenge, ça aussi? Oui, après, oui, c'en est un, mais nous avons chacun notre société et chacun ses activités. Moi, je l'aide, quand même très peu, dans les champs et par contre, lui, il m'aide sur la maintenance, du poulailler donc c'est vrai que ça lui procure un peu plus de travail, on va dire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de construire ça à 2. Ouais, ça a plus de sens, ça donne du sens. C'est un vrai projet. Et ton entourage, globalement, quand tu as dit, «Bah, voilà, finalement, je vais arrêter l'enseignement et je vais me lancer dans l'agriculture et dans les poules pondeuses», qu'est-ce qu'il en a pensé de manière globale? Heu, Bah, je crois que les gens, en général, mes proches, sont plutôt habitués à mes lubies, on va dire, donc il y a pas eu de c'était, oui, ça a pu paraître surprenant, néanmoins tout le monde m'a fait confiance et puis, s'est dit: «Oui, bah, si c'est ce qu'elle veut faire, elle y arrivera», donc bah, je pense que ça paraissait plus concret même, que ce que je faisais auparavant où effectivement, j'étais dans l'enseignement, je formais, des futurs agriculteurs. Là, de venir concrètement, sur notre territoire, construire quelque chose et cetera. Je pense notamment à mes parents. Aujourd'hui, ils sont assez fiers de dire: «Oui, bah, le bâtiment là-bas, c'est celui de ma fille». Alors qu'auparavant, bon oui, ma fille a fait ça, mais il y a le fait de revenir sur le territoire aussi, d'y construire quelque chose, ça a apporté un peu de fierté aussi, à mes parents, mes beaux-parents sans doute aussi
On a construit ça ensemble aussi, chacun a participé un petit peu, donc il y a eu une affaire de famille aussi quelque part. Oui, je vois. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi là, dans ce lancement? Le les Peut-être plus sur l'aspect technique. Au départ, j'étais quand même pas mal stressée parce que, d'abord, j'ai aucune formation en aviculture, donc c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris. En fait, ça pouvait aussi ne pas coller, faut en avoir conscience, même en ayant visité des Mhm. élevages auparavant, même si moi les poules, ça me parle depuis que je suis gamine, donc a priori, j'avais pas d'inquiétude, par rapport à ça, mais ça aurait pu ne pas coller aussi. Faut en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est pas en visitant des élevages qu'on se dit: «C'est bon, je vais devenir éleveur», c'est aussi en s'y confrontant. Ouais, bien Sauf que sûr. ce serait bête parce en ayant construit tout, ce serait trop tard aussi. Donc mais j'imagine que ça peut arriver en fait. Ouais, c'est Ce sûr, serait terrible, c'est sûr. mais enfin bon, donc au début, j'étais stressée par rapport aux aspects techniques parce que sur l'alimentation, nous avons eu des difficultés. Vis, a pété, la bascule fonctionnait pas, enfin, c'est des outils essentiels parce qu'en fait, sur un bâtiment de cette ampleur-là, c'est automatisé Mhm. et dès lors qu'à un moment donné, il y a un problème qui survient sur toute cette, automatisation, concrètement, hein, comme dans Au nom de la terre, je me suis retrouvée à avoir des seaux un soir, donc il était 23h, j'avais des seaux pour aller mettre à manger à mes 15 000 poules. Je sais pas Ah si, oui. on imagine un peu ce que ça donne? Excuse-moi, je t'interromps encore, mais Au nom de la terre, c'est le Ouais, film de Édouard Bergeon qui a été fait oui. sur l'agriculture et qui est magnifique, qu'on conseille Mmh. à tout le monde. Oui, j'en parle comme si tout le monde le connaissait, mais tu as raison, il y C'est a sans juste au doute cas où, sûrement que beaucoup de monde le connaissent. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est stressant parce que c'est un lancement, c'est un premier lot. Financièrement, on n'a pas le droit de se planter, on va dire, hein, parce que la banque derrière, elle a aussi besoin de voir si le projet est viable. Donc une première année, c'est extrêmement important pour rassurer tout le monde, pour se rassurer soi. Et là, ouais, on avait ces problèmes techniques. Et quand ça vient de la technique, c'est très agaçant. C'est très agaçant parce que on se dit que si on n'avait pas ces problèmes techniques-là, on aurait d'autres données et sans doute qu'on s'en sortirait un peu mieux. Alors c'était pas une grosse catastrophe, ça a pas duré très longtemps non plus, mais sur un mois et demi, j'arrivais pas à savoir véritablement ce que les poules consommaient. C'est quand même problématique parce que, moi j'ai besoin d'avoir des données fiables, des données précises pour avancer. Bon, ceci étant dit, on a fait un très bon démarrage et puis j'ai 15 000 poules formidables, hein, donc j'ai un lot formidable. Et quand tu parles de l'eau formidable, ça veut dire quoi? C'est des poules qui produisent beaucoup, c'est des Alors poules qui sont obéissantes, c'est quoi? tu as raison de demander. Alors sur l'obéissance, on va dire qu'il y a une histoire de souche. Chaque poule rousse, ne se vaut pas entre guillemets, enfin chaque éleveur a une affinité, on va dire, avec, une souche. Moi, j'ai essayé, la Highline, donc c'est ce que j'ai actuellement. J'avais eu des échos par rapport à cette souche-là. Je savais qu'elle était plutôt docile, plutôt calme, qu'elle était peut-être un peu moins adepte du piquage. Donc ça, c'est un ennemi aussi, chez l'éleveur de poules pondeuses. C'est le fait de s'arracher, des plumes, d'arracher des plumes à ses congénères D'accord, OK. et d'aller jusqu'à tuer en fait, la poule, hein. Enfin, elle s'entretue, D'accord. rendue à ce stade. Moi, je savais que cette poule-là, elle le faisait moins. En contrepartie, évidemment, il y a d'autres éléments. Elle risquait de pondre un peu moins au nid, par exemple. Moi, j'ai choisi cette souche-là. Et effectivement, j'en suis absolument pas déçue, donc je ne vais pas changer pour le moment. Je vais continuer avec cette magnifique poule rousse qui fait un travail formidable. Je parle d'un travail parce que ce sont mes collaboratrices aussi, hein. Moi, je leur parle quand j'arrive, je leur dis: «Je suis fière de vous», voilà, je les vois aussi comme ça, hein. C'est vraiment, j'ai un profond respect pour mes animaux. Je les humanise pas, mais j'ai un profond respect pour elles, hein. Il y a pas d'anthropomorphisme, ça j'y tiens, mais ce sont mes animaux, ce sont mes filles, et je les encourage et je leur dis quand je suis contente, je leur dis quand je suis pas contente aussi, quand elles ont pas, fait ce qu'elles avaient à faire. Alors il s'agit pas de pondre, hein, parce que pondre, ça elles le font de toute façon, mais par exemple de vider l'assiette, parce qu'on leur demande une fois dans la journée de vider l'assiette par exemple. C'est important pour qu'elles aient, vraiment une alimentation riche et variée. Enfin voilà, je me retrouve à discuter de choses très techniques avec mes poules. Et une poule, combien elle te produit d'œufs en moyenne? Une poule, on va dire sur 7 jours, elle en produit 6. Après sur 15 000, j'ai des poules qui n'ont jamais pondu et qui pondront sans doute jamais. Voilà, j'ai des poules qui ne se sont pas déclenchées, sans doute parce que, le mode d'élevage, le fait d'être comme ça en groupe, ça leur va pas. Et tu as moyen de les identifier, ces poules qui pondent pas? Parce que j'imagine que la rentabilité, c'est hyper important et la production. Sur 15 000, comment tu sais celle qui produit pas? Je les laisse, moi je les laisse, enfin, je me suis pas du tout amusée à aller repérer mes poules qui pondent et mes poules qui pondent pas. Il faut toutes les nourrir, elles sont là, elles sont comme les autres, elles font leur vie et puis elles participent à la vie sociale du groupe, donc je vais pas les enlever.
Oui, elle mange, bah, tant pis, elle mange, quoi. Il y en a d'autres qui pondent pour elle. Voilà, c'est le jeu. C'est pas grave. Donc tu disais, tu as 15 000 poules. Oui. D'un point de vue de quelqu'un qui connaît rien, on a l'impression que c'est énorme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une production à grande échelle? Est-ce que c'est plutôt moyen comme élevage? Non, c'est pas alors j'imagine que, enfin j'imagine, j'en suis passée par là. Donc au début, on se dit: «Oh là là, c'est énorme, 15 000 poules, tout ça». Non, en fait, c'est pas on va dire que c'est moyen, voire petit, hein, en termes d'élevage. Je sais pas, si on prend, des les poules en cage, par exemple, on est sur des bâtiments de 100 000, quoi. Donc 15 000, c'est vraiment, c'est pas grand-chose finalement en termes de production. Après, oui, sur un lot comme ça, moi j'en suis à 3,5 millions d'œufs pondus. Alors pondus, hein, ça veut pas dire envoyés, Ça paraît dingue. c'est beaucoup et en même temps, on en produit des millions par jour. Enfin, la France, c'est le premier pays producteur d'œufs, en Europe, avec beaucoup de modes alternatifs. Donc ça, c'est vraiment une fierté, nationale qu'on peut avoir. Du coup, ça amène effectivement à développer plein de petites unités comme la mienne, contre des grosses unités qu'on avait avant. Là, ça fait plus d'éleveurs pour produire, le même nombre, on va dire, mais d'un mode, différent. Ouais. Et puis j'imagine que c'est un peu utopique de vouloir qu'il y ait 10 poules dans un jardin qui pondent et puis que ce soit rentable avec ça. À un moment aussi, Ah il y a besoin de bah, gagner sa vie et ça passe par des économies d'échelle et un peu de nombre. oui, moi je comprends, hein, cette vision, ce serait bien que, on ait plusieurs éleveurs avec 300-400 poules et encore ce serait déjà beaucoup. Effectivement, si on veut quand même pouvoir nourrir la population française, il faut aussi accepter qu'on ait un certain nombre, d'animaux dans nos élevages. Après, une poule, c'est un œuf par jour. Donc il faut bien qu'on en ait en nombre Ouais. pour avoir un nombre d'œufs. C'est pas comme si la poule, elle en faisait 5 par jour, hein. Si elle en faisait 5 par jour, on Ouais, n'aurait je pas de pensais que c'était problème. beaucoup plus Non, 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 c'est un œuf par jour et encore, quand elle a ce qu'il faut, quand elle a quand envie. elle se sent bien et quand le temps va bien. S'il y a eu trop de vent la veille, ça peut la bloquer, si on change d'aliment, bah, ça peut la bloquer, voilà, hein. Puis moi, je fais rien pour qu'elle ponde, hein, enfin, à part leur donner un aliment qui est vraiment complet, je ne fais rien d'autre. Donc après, on est à leur écoute. Si on a un programme lumineux, on fait attention à la lumière, on sait ce dont la poule a besoin pour pondre et donc c'est ce qui fait qu'on arrive à faire pondre nos poules. C'est pas qu'on les pousse à pondre, c'est qu'on sait comment elles fonctionnent et ça, c'est toute la différence avec un particulier qui, à un moment donné, va se retrouver avec 3 poules qui pondent plus. Ouais. Ils vont me dire: «Bah, comment ça se fait que les poules, elles pondent plus?» Bah, je vais juste leur dire que l'aliment, il est sans doute pas suffisant, qu'ils ne le distribuent pas au bon moment, que peut-être il y a pas la lumière qu'il faut et en fait, si simplement un particulier appliquait les mêmes règles que ce qu'on applique nous avec nos 15 000 poules, ils arriveraient à faire pondre leurs poules toute l'année. Ouais, tu les mets dans des conditions favorables. Et d'ailleurs, je crois que tes poules, elles ont 6 hectares Oui, pour oui. gambader. C'est ça? Ça correspond au cahier des charges plein air. Je crois qu'au début, ton projet, c'était de t'installer en bio. Et ce qui finalement n'a pas été possible, tu nous le disais au début. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as dû basculer du bio initialement au plein air? Qui fait qu'on n'a pas obtenu le bio et qu'il a fallu, entre guillemets, «il a fallu» aller en plein air, c'est qu'il y avait plus le marché. Il faut avoir conscience que dans le bio, il y a beaucoup de communication, mais il y a malheureusement pas la demande derrière. Quand tu dis pas la demande, c'est que le consommateur, il achète pas d'œufs bio. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et on achète, mais pas autant qu'on en produit. Il y a plus de production. Alors avec le Covid, je sais pas où on en est en termes de production de bio et de demande. Il y avait plus de production de bio que de demande, sur le marché. Si bien que j'en connais même, hein, qui devaient accueillir leurs poules en janvier et qui sont repoussées jusqu'en juin, par exemple. Ouais, et je regardais un petit peu là, je suis allée sur le site e-commerce de Auchan pour voir les prix d'une douzaine d'œufs. Et en fait, effectivement, c'est assez flagrant puisque je voyais qu'une douzaine d'œufs en cage, ils les vendent à 1,94 €, un peu moins de 2 euros. Les œufs Mmh. plein air comme les tiens, ils sont à 2,75 €. Mmh. Et en fait, les œufs bio qui sont vendus par 10 et non pas par 12, Oui, ils sont à 4,94 € parce que j'imagine qu'ils veulent pas passer le seuil psychologique des 5 euros, donc ils peuvent même pas les vendre en douzaine. oui. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, le consommateur, il a le choix entre une douzaine à 1,94 € ou une dizaine presque à 5 euros. Et là, on comprend ce que tu es en train de nous expliquer un peu mieux. Bah, merci d'avoir regardé les prix. C'est vrai, je m'amuse pas à ça parce que comme je n'achète pas d'œufs et que je ne suis pas payée à la douzaine, c'est quelque chose que je ne regarde pas. Encore une fois, je reviens sur les divers modes de production. Aussi longtemps que les personnes ne pourront pas, hein, c'est pas une histoire de volonté, c'est aussi une histoire de pouvoir, ne pourront pas mettre 5 € dans une dizaine d'œufs,
on ne s'étonnera pas qu'il Mmh. faille avoir des poules en cage ou des poules au sol. Donc la poule au sol étant un bâtiment comme ce que j'ai, mais les poules ne sortent pas, par exemple. En fait, on est en train de se dire qu'il y a une différence entre ce que pense le citoyen et ce que pense le consommateur. En Bien, tant que oui, citoyen, on est tous d'accord de se dire qu'il faut oui, consommer local, bio, le plus respectueux de oui, l'environnement. Mais finalement, en tant que consommateur, quand on est au supermarché dans le rayon et qu'il faut envoyer 5 euros pour avoir 10 œufs, ah ben, là, la réflexion, elle est plus la même. Et comme oui, tu dis, tout le monde ne peut pas se le permettre. oui. Et puis à côté de ça, on aime nos loisirs, on aime, enfin on aimait, je sais pas comment il faut le dire maintenant en temps de confinement, mais voyager, sortir, Mmh. avoir de l'électronique, les téléphones, et il y a plus l'argent pour tout faire, quoi. Ouais, c'est sûr, hein. Alors, on sent bien, que c'est tendu. Le marché est très tendu sur les œufs bio et donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu le choix, en fait, entre abandonner complètement le projet parce que clairement, ça ne semblait pas s'annoncer, beaucoup plus clair pour les années suivantes, hein, soit aller sur du plein air, sachant que le bâtiment est le même. Mon bâtiment, il peut aussi bien faire du plein air que du bio. La surface par poule à l'extérieur est de 4 m², aussi bien en bio qu'en plein air. Donc en termes de surface extérieure, on est sur la même surface. Donc ça a fait qu'effectivement, à un moment donné, il a fallu revoir sa copie. Moi, il était hors de question que j'abandonne le projet parce que ça me tenait, vraiment à cœur. J'avais pas creusé le cahier des charges du plein air. Je l'ai fait suite à ça, j'ai bien été obligée de le faire et finalement, même si ça m'embêtait un peu d'avoir 15 000 poules parce que je me disais quand même c'est important 15 000, en bio, ça devait être 9 000 du coup. Donc du coup, pour 2 000 m², on a 9 000 poules bio ou 15 000 poules plein air. Je dis bien ou parce que je ne choisis pas le nombre, c'est le seuil pour que le bâtiment soit rentable. C'est comme ça. Si j'ai 14 000 poules, bon, je ne peux pas me verser de salaire. Il m'en faut 15 000 pour que, mon affaire soit rentable. Et d'ailleurs, du coup, je crois que tu as pris le cahier des charges bio et tu as essayé d'en prendre les bonnes idées pour l'appliquer sur ton plein air au maximum, tout en gardant évidemment la rentabilité de ton exploitation. Oui, exactement. En fait, il est stipulé dans le cahier des charges du bio qu'un lot ne peut pas faire plus de 3 000 poules. Autrement dit, dans un bâtiment qui accueille 9 000 poules bio, vous le comprenez bien, on fait 3 parcs et on fait 3 parcs aussi à l'extérieur, de sorte que les poules ne se mélangent jamais. Parce que, en fait, au sein d'un lot de poules, il y a une hiérarchie sociale qui s'établit, donc on ne peut pas se permettre de mélanger ensuite les poules quand on a créé des lots. Je me suis dit que ça avait du sens de séparer en petites unités parce que justement pour cette histoire de hiérarchie sociale qui est extrêmement importante dans la régulation du lot de poules, il y avait quelque chose à faire. Donc ce que j'ai fait par exemple, c'est de séparer mon bâtiment en 4 parcs. Donc ça c'est une idée que j'ai repris. Et effectivement aujourd'hui j'en mesure des bénéfices. J'ai par exemple une homogénéité, c'est-à-dire un poids de poule qui est très bien réparti. Dit comme ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que 88-89 de mes poules présentent un poids, global, identique en fait. Donc et le fait de séparer, ça limite aussi des gros mouvements de panique, dans lesquels on va retrouver de l'étouffement, de la mortalité et cetera. Donc effectivement, j'ai aussi une mortalité, relativement basse, par exemple. Et c'est plein de données comme ça qui me font dire que, par exemple, la séparation en petites unités, même en plein air, eh bien, elle a du sens. J'ai mis des métallophones, par exemple, dans mon bâtiment, parce que les poules, elles aiment bien les sons. C'est quoi des métallophones? En fait, c'est des xylophones, mais en métal. Ah Donc oui, ça j'ai s'appelle vu des sur tes métallophones. vidéos. C'est rigolo. Voilà. Et comme je me suis fait reprendre, je reprends le bon terme, on va dire métallophone pour faire bien. Bon, des Un xylophones, xylophone pour entre nous. nous, ça marchera bien. Voilà, c'est ça. Et ça, par exemple, voilà, c'est des petits éléments que je reprends. J'ai encore beaucoup à apprendre, hein, je découvre, vraiment le métier. Néanmoins, j'essaie au maximum, à la fois de bien écouter mes poules, parce qu'elles ont beaucoup de choses à me dire quand même, elles causent beaucoup, de comprendre leurs besoins, de comprendre comment je peux y répondre. Ça demande du temps, tout ça, mais néanmoins, je trouve quand même que dès lors qu'on prête attention aux besoins des animaux, très vite on comprend comment ils fonctionnent et très vite on arrive à acquérir des réflexes, hein, des réponses réflexes. Et j'imagine que pour terminer ce sujet du cahier des charges bio que tu essayes de respecter au maximum, etc., que aussi, au-delà du principe moral que tes animaux soient bien, parce que tu travailles tous les jours avec et que c'est important pour toi, en plus, j'imagine que ça améliore la productivité, le rendement des poules. Elles pondent plus. Quand tu dis qu'elles ont un point égal, ça veut dire que c'est des poules en bonne santé qui produisent plus? Comme on dit par chez nous, je vais vous apprendre une expression assez drôle, on comptera les bouses à la fin de la foire, hein. Je la Tout ça connaissais pas pour dire celle-là. que
Tout ça pour dire qu'on verra à la fin du lot. Il reste encore 4 mois, donc on fera le point à ce moment-là. Mais pour l'heure, j'ai des poules qui produisent parfaitement. Voilà, j'ai un taux de ponte qui est très correct. C'est ce qui me faisait dire aussi tout à l'heure, j'avais un super lot. J'ai des poules qui sont encore en bon état de forme. J'ai vraiment de la chance, j'ai un bon lot. Je suis vraiment heureuse de démarrer et de faire une première année comme celle-là. Et encore une fois, ce matin, je les remercie encore, mes poules, parce que vraiment, elles font un travail remarquable. Trop cool. Ça va être dur de s'en séparer après, non? Oui, oui, oui. Bah, bien sûr que ça va être un déchirement, mais il le faudra. C'est ainsi, ça fonctionne comme ça. On le sait. C'est pas parce que enfin, j'accepte ça aussi, même si ce sera difficile. Ce que je veux dire, c'est Mmh. que souvent, il y a une vision un petit peu naïve. Oui, mais si vous aimez vos animaux, pourquoi alors vous acceptez qu'ils partent à l'abattoir? Mais c'est ainsi. C'est ainsi, on n'a pas le choix. À un moment donné, pourquoi on les garde 54 semaines? Mais parce qu'on estime que rendus là, les œufs ne sont plus vraiment consommables. C'est-à-dire qu'ils sont bien trop fragiles pour pouvoir subir les divers tests qu'on leur fait subir et pour pouvoir ensuite être mis en magasin et avoir une durée de consommation de 28 jours. Et donc, on fait stopper le lot. Et oui, alors d'ailleurs, à ce sujet, Oui, quand je regardais tes vidéos, toujours, on reparlera de ta oui, chaîne YouTube après. Enfin, c'est hyper intéressant de voir concrètement les images, mais on te voit trier les œufs à un moment oui, et en fait ne garder que ceux qui sont d'un calibre qui est finalement oui. identique aux autres et conforme. Les plus petits, les plus gros, ceux qui sont un peu granuleux, tu les mets de côté parce que en fait, les grandes surfaces ne les acceptent pas. C'est pas un problème ça que les grandes surfaces, et in fine j'imagine le consommateur, veuille toujours... En fait ça m'a paru incroyable que même quand il y avait un peu de plumes, désolé, Oui, de la merde, un peu de poule sur l'œuf, oui, oui. ben, ça partait pas en grande surface, et ça m'a Alors, un peu interpellée ça. oui, oui. Ben, en fait, on a envie de penser que c'est simplement esthétique. Mais ça ne l'est pas. C'est pas juste esthétique. Ce qui est problématique, c'est que si on a de la fiente qui reste sur la coquille, et qu'à un moment donné, le consommateur, il va se retrouver à casser son œuf, rien ne dit que un morceau de fiente ne va pas tomber dans sa préparation. De la même façon que si l'œuf est microfellé, en fait, la coquille, du coup, n'est plus barrière. Et donc, les micro-organismes peuvent entrer dans l'œuf. Or, les œufs, ils peuvent être consommés, enfin, quand on les met en magasin, on ne sait pas ce que les gens vont en faire, mais par exemple, si quelqu'un en consomme cru, par exemple dans une mousse au chocolat, c'est pas possible d'envoyer des œufs qui sont un peu abîmés ou poreux, parce que ça veut dire que là aussi la coquille, elle ne peut plus vraiment jouer son rôle, ou ayant un petit peu de fiente. C'est pas possible. Et c'est pas D'accord, une je histoire comprends mieux. d'esthétique. Voilà, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce que le consommateur va faire avec et on n'est pas sûr qu'il va vraiment le faire cuire. Ça, je sais que les gens n'ont pas nécessairement ça, en tête quand ils achètent les œufs, mais l'œuf, on appelle ça un produit à risque. C'est un produit à risque et donc on doit veiller quand même à envoyer des œufs qui sont de qualité et ayant surtout une coquille de qualité. Donc les œufs, moi je les trie, je fais un premier tri et quand ils arrivent au centre d'emballage, alors attention, mes œufs déclassés sont utilisés, moi je jette, donc quand je dis je jette, c'est que vraiment je ne fais pas partir autour de 70-80 œufs par jour. Donc c'est rien, hein, quand on compare ça au nombre d'œufs produits chaque jour, c'est pas grand chose. Donc mes œufs déclassés sont envoyés en nouveaux produits, donc ils vont servir à faire des brioches, etc., etc. Donc justement, là, comme ils sont transformés et qu'ils sont cuits, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça qu'ils sont utilisés justement en nouveaux produits. Et ensuite, donc, mes œufs classés, eux, sont récupérés par le centre de conditionnement où ils vont subir d'autres tests. Ils vont subir un test pour vérifier qu'il n'y a pas de microfillure invisible à l'œil nu, pour les raisons que je t'expliquais, hein, parce que s'il y a une microfillure, alors des micro-organismes, notamment pathogènes, peuvent entrer dedans. On va vérifier la présence de sang à l'intérieur. Donc en fait, il y a une petite lumière qui entre à l'intérieur et qui détecte le sang. Donc ça, c'est l'œuf est de suite éjecté. Et puis, bah, il y a une détection de fiente et de sang sur la coquille aussi, en plus. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros tests que subissent les œufs. Donc c'est fait par une calibreuse, par une machine, hein. C'est pas des êtres humains qui font ça. C'est réglé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en principe, on sait que l'œuf, une fois qu'il a subi ces tests-là, quand il part en barquette et quand il part en magasin, on est certain que ça va bien se passer. Et c'est ça qui est important quand on est éleveur, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le blockchain, on peut remonter à l'éleveur.
Et donc, dès lors qu'un consommateur, il serait pas satisfait, très facilement, il peut revenir remettre en cause, tout un élevage, quoi. Donc on veut pas de ça. Donc il vaut mieux quand même essayer d'éjecter des produits, tant pis, on les éjecte, mais on en fait autre chose. Donc c'est pas trop mal non plus. Ouais, bien sûr, faut Et pas au moins gaspiller. derrière, moi je suis sûre que ce que je produis, quand mes œufs, ils partent, ils sont de qualité, ils respectent, vraiment, ce qui est demandé. Et ça me rassure quand même. J'ai pas besoin d'y réfléchir la nuit, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles de traçabilité là. Si moi j'ai envie de goûter tes bons œufs parce que tu en parles avec Oui. passion et ça donne envie d'en manger, j'ai moyen à un moment quand j'achète ma barquette d'œufs de voir que les œufs ils viennent de l'exploitation de Lucie en Vendée? Oui, alors, bah, moi, j'ai un code œuf que je pourrais te communiquer, mais je vais pas le faire. En tout cas, je le fais pas en public. Donc ça, c'est une possibilité, parce que quand vous achetez des œufs, il y a un code, hein, FR, quelque chose, et ça finit par 00 si c'est bio, 01 si c'est plein air, label, et cetera. Et puis surtout, donc, normalement, l'une des grandes marques, hein, donc, que je ne vais pas citer là, mais l'une des grandes marques, hein, sous laquelle, pardon, sont commercialisés mes œufs, développe le blockchain justement. Donc en principe, avec un QR code, là, quand on flash en fait le code, alors je sais pas s'ils l'ont fait encore, c'était en cours, on nous a demandé des photos, on nous a demandé un petit texte, et cetera, pour ensuite accéder au site internet via le code. Donc j'ai pas vérifié où ça en était, mais normalement, voilà, sous certaines marques, les consommateurs vont pouvoir, si c'est pas encore fait d'ici peu, accéder justement, eh bien carrément à la page qui présente l'éleveur. Ok, Voilà. je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça relie vraiment l'agriculteur à l'assiette du consommateur et Oui, c'est plutôt intéressant, je trouve. oui, oui. Et ensuite, je change un peu de sujet, mais donc tu as une chaîne YouTube depuis assez récemment, tu es très active, notamment sur Twitter. Qu'est-ce qui t'a Mmh. amené à avoir envie de communiquer? C'était une nécessité pour toi? Oui, alors j'aime à dire quand même que quand on faisait un métier auparavant où on parlait, donc moi j'étais enseignante, donc grosso modo je parlais toute la journée. Me retrouver comme ça dans un bâtiment à ne parler à personne, et enfin si, je parle à mes poules, mais bon, elles me répondent pas vraiment. C'était aussi, un cap à franchir, donc j'avais la crainte de m'isoler, en fait. Moi, j'ai besoin d'être en relation, voilà, tout le temps. C'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin d'être en relation. Et quand même, dans le monde agricole, c'est de moins en moins vrai, mais ça l'a été, très facilement on s'isole, quand même. Et voilà, j'avais la crainte de ça, donc je me suis dit: «Allons commencer par Twitter». Twitter, je maîtrisais bien parce que, à la maison, familiale, lorsque j'étais formatrice, c'était un outil que j'utilisais pour mettre en lumière le travail de mes élèves, donc c'est quelque chose que je trouvais vraiment formidable. Ouais, on te trouve sous le nom de Les Jolies Rousses, d'ailleurs. Alors maintenant, c'est les Jolies Rousses, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai vu que ça prenait, et j'ai vu surtout qu'il y avait assez peu de communicants, sur la volaille, sur la filière volaille et sur la poule pondeuse. Et là, je me suis dit: «Mais bon sang, il y a un truc à faire». Ça a pris, et puis je suis allée sur Instagram, et puis maintenant je suis sur YouTube. Ça, c'était un sacré cap à franchir parce que non seulement, je devais apprendre à communiquer en me filmant, donc ça c'est difficile, hein. Moi je suis pas très fan, hein, de me filmer, tout ça, de me voir, c'est très compliqué. Néanmoins, il faut aussi se forcer à faire les choses au début, et puis après on y prend un plaisir fou, donc on oublie assez facilement les obstacles du départ. Non seulement j'apprenais ça, mais en plus j'étais en train d'apprendre mon métier d'éleveuse. Et donc parfois, j'avais quand même la grande crainte de raconter n'importe quoi, il faut bien le dire, et de me retrouver à diffuser ça n'importe où, et que les gens se moquent de moi en bon, en fait, ça s'est pas passé, et heureusement, comme j'ai ma technicienne, je chope un maximum d'infos pour justement ne pas raconter n'importe quoi, et j'attends de maîtriser bien le sujet avant de pouvoir en parler. Néanmoins, j'aurais quelques années d'expérience, je pense que ce serait encore plus efficace, mais c'est ainsi. Finalement, tu as un peu une responsabilité vis-à-vis de la filière, puisque comme pas grand monde communique, et que tu as une communication qui est plutôt efficace, et c'est comme ça que je t'ai trouvé, moi d'ailleurs, finalement, c'est une vraie responsabilité pour l'image que tu renvoies de ta filière. Oui. Ouais, tu l'as bien compris. Moi, je le comprenais pas tant que ça au départ. Quand j'ai vu des collègues éleveurs de pondeuses de mon gros pond, ils m'ont dit: «Non, non, c'est bien, vas-y, continue». Ah, ça va, ça me rassure. Et en fait, j'ai vu l'interpro, j'ai vu un responsable au SIA, où j'ai eu la chance d'intégrer le groupe des youtubeurs. Enfin, c'était une journée Au extraordinaire. salon de C'était l'agriculture, le vraiment SIA. ouais, c'était un truc incroyable. Et donc l'interprofession, des œufs me dit: «Non, non, mais voilà, on suit».
Moi, je veux juste pouvoir éclairer un petit peu, oui, donner l'accès à la production. C'est-à-dire qu'on arrête, d'imaginer des choses sur ce qui se passe dans un bâtiment fermé. Voilà. Moi j'ouvre mon bâtiment. Mais concrètement, il est fermé parce qu'au niveau des règles de biosécurité, je ne peux pas faire entrer du public. Il faut aussi avoir ça en tête à un moment donné, qu'on ferme les élevages, on ferme les exploitations au public, parce qu'on ne peut pas les faire entrer, c'est un risque pour nos élevages. C'est pas qu'on a des choses à cacher. Ouais, mais on le voit sur tes vidéos que les contraintes de sécurité, elles sont Ouais. énormes dans ton job et que tu passes beaucoup de temps à nettoyer, renettoyer, re-renettoyer. Oui. Ah oui, c'est une de mes activités principales, le nettoyage et la désinfection, hein. J'y passe, c'est 1 heure par jour, facile, quoi. Donc oui, faut l'avoir en tête. Donc c'est pour ça aussi faire la chaîne YouTube, c'était permettre de montrer ce qui se passe à l'intérieur en disant: «Voilà, on démystifie, hein, il y a rien de grave, j'ai rien à cacher, tout va bien. Simplement, vous ne pouvez pas entrer». C'est tout, c'est comme ça. Et tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube pour qu'on te retrouve? Alors ça s'appelle Plein les yeux, donc yeux, Y apostrophe œuf en fait, hein, c'est un petit jeu de mots et puis vous mettez les jolies rousses et c'est facile à trouver, de cette façon. Pour clôturer notre entretien, finalement, après 8 mois, 9 mois d'activité, c'est quoi enfin, voilà, ton retour après tout ça? Je vais te dire, je n'ai jamais regretté de m'être lancée dans cette aventure, mais au-delà de ça, c'est vraiment je me sens en adéquation avec mes valeurs, avec ce que j'attendais de ce projet-là. Je me surprends moi-même à me retrouver à intégrer des projets, à faire des choses que je n'imaginais pas il y a quelques mois. Si on m'avait dit: «Ouais, bah, en plus tu vas faire une chaîne YouTube et puis tu vas te retrouver à parler, à monsieur Édouard Bergeon, le réalisateur de Nom de la Terre au téléphone», j'aurais ri, voilà. Aujourd'hui, je me retrouve vraiment embarquée comme ça dans une communication positive, dans une défense, mais à mon niveau, hein, parce que je m'engage pas non plus des masses, hein, enfin, en tout cas, j'essaie de défendre une certaine image de l'agriculture, d'une agriculture raisonnée, réfléchie. J'espère y contribuer. J'espère que enfin, ouais, j'espère juste, participer à mon niveau à ça et pour ce qui est de l'élevage, vraiment, je suis plus que satisfaite. Moi, je suis heureuse chaque matin d'aller à mon travail, de voir mes poules, d'être en relation avec elles, de collecter leurs œufs, de les remercier pour ce qu'elles font, de me dire que les gens sont heureux de consommer mes œufs, parce que j'ai développé un tout petit peu de vente directe, voilà, pour satisfaire la demande de mon village, pendant le confinement. C'est super de voir des gens revenir en me disant, bah, on a l'impression de manger, les œufs de notre grand-mère pendant notre enfance, quoi. Donc c'est voilà, c'est vraiment une satisfaction, sur le plan personnel, sur le plan professionnel et je souhaite, à tous ceux qui ont des projets de ce type-là, de pouvoir aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut que vous, consommateurs, vous nous donniez les moyens. C'est-à-dire, effectivement, en essayant d'acheter au maximum local, mais surtout, français, déjà, pour commencer. Et puis après, chacun avec les moyens qu'il a évidemment, parce qu'encore une fois, on va pas revenir sur le porte-monnaie des consommateurs, hein. Chacun fait avec ses moyens. Mais au moins, déjà essayer de consommer, français parce que encore une fois, il y a des filières en ce moment qui sont vraiment en grande difficulté, notamment le canard et toutes les petites volailles comme la pintade, le Ouais. pigeon, et cetera. Je viens des Landes et effectivement, il y a beaucoup d'éleveurs de canards chez nous et c'est Oui, compliqué. oui, c'est très difficile donc parce que derrière des élevages, il y a des familles, il y a des projets de vie. Il y a des endettements et nous, on a franchi le pas seulement pour nous, mais c'est parce qu'on s'est dit qu'il y avait une demande, en fait. On a franchi le pas pour nourrir la population. Donc évidemment qu'on a besoin derrière que nos produits soient achetés et consommés. Sinon, ça a pas de sens. Bon, bah, super. Et beh, sur ces belles paroles, Lucie, merci beaucoup de t'être livrée à nous et d'avoir pris le temps. Et puis, Merci je te Louise. dis à très bientôt et je te souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.